Pourquoi le choix de ce thème? Merci de me donner la parole. Nous avons choisi ce thème cette année pour être en phase avec l'actualité d'abord et aussi s'adapter aux évolutions que nous constatons dans notre environnement. Puisque nous voyons aujourd'hui qu'après la Covid qui a été le point d'ancrage où nous avons constaté une mise en lumière des numériques et son accélération dans l'utilisation au niveau donc des universités. Nous nous sommes engagés, on s'est dit, bon, aujourd'hui, il faut voir, parce qu'on constate que le numérique révolutionne la formation, révolutionne la recherche, et révolutionne également les pratiques, notamment dans notre secteur, la science et médecine vétérinaire. Vous l'avez dit, on reste dans votre jargon médecine vétérinaire. Aujourd'hui, comment est-ce que cet outil numérique, cet outil technologique, la révolutionne justement la médecine vétérinaire? Elle révolutionne à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de l'éducation, nous avons constaté que elle permet aujourd'hui d'ouvrir beaucoup plus largement la formation vétérinaire à d'autres personnes et à d'autres entités. Donc, à travers le e-learning, par exemple, les cours en ligne qui permettent de toucher beaucoup d'étudiants en même temps. Elle permet également au niveau de la pratique vétérinaire, parce que dans la pratique vétérinaire, nous soignons des animaux, vous savez très bien. Et dans ce cas, c'est numérique et l'intelligence artificielle nous aident dans l'amélioration du diagnostic et des soins des animaux. Et donc, ça donne des précisions. Par exemple, nous avons l'imagerie médicale, tels que les scanners, tels que l'IRM, par exemple. Et aujourd'hui, on a d'autres moyens de traiter des animaux à distance, tels que la télémédecine qu'on utilise, qui permet à l'éleveur ou au propriétaire d'animaux de pouvoir avoir des avis sur la maladie dont souffre son troupeau, son animal, à distance, sans pourtant se déplacer. Vous l'avez dit, aujourd'hui, le numérique vous permet dans votre domaine une certaine amélioration du diagnostic. Comment exactement? Parce que le diagnostic des animaux, il y a plusieurs moyens. Le diagnostic, si vous voulez, le médecin, il fait d'abord une consultation pour voir ce qui se passe, mais souvent, ce sont des suspicions. Mais ces numériques permettent, par exemple, dans l'imagerie médicale, de pouvoir approfondir le diagnostic à travers l'IRM, à travers ce que la radiographie donne comme image. Donc, ces numériques nous permettent d'affiner, si vous voulez, notre diagnostic au niveau donc de ces aspects-là. La deuxième chose, c'est que ces numériques nous aident dans les troupeaux, par exemple. Dans les troupeaux, permettent de faire un suivi, à part de données, la collecte des données, permettent de suivre les maladies dans ces troupeaux afin de prédire une éventuelle épidémie qui peut survenir dans ces élevages-là. Aujourd'hui, en lisant le thème, en tout cas, ce qui a retenu notre attention, c'est le terme éthique. Vous voulez faire un bon usage de l'intelligence artificielle, du numérique. Vous voulez prendre, en tout cas, c'est profiter de ces avantages, des avantages de cet outil technologique. Est-ce que vous avez aussi quelque part des craintes par rapport à l'outil technologique sur la médecine vétérinaire? Bon, le crainte, oui. Mais vous appelez à un usage responsable. Responsable. C'est ce que nous pensons. C'est la réflexion que nous devons avoir lorsque nous voulons utiliser ou faire utiliser ces genres d'outils. Mais c'est aussi ce qu'il faut noter, c'est que dans notre contexte, ces outils nous sont limités parce que l'accès à cela n'est pas évident à cause du coût parfois élevé de ces équipements et aussi parfois l'absence de connexion dans certaines zones qui permettent pas l'accès plus facile donc de ces outils. Mais je crois que dans l'éthique même, c'est la protection des données. Parce qu'avec le numérique, nous collectons d'énormes données, tant au niveau des troupeaux de différents élevages qu'au niveau de la santé animale dans les différentes régions, les différents pays. Donc, il faut savoir les protéger pour ne pas que cela puisse conduire à d'autres drames. La deuxième chose, c'est dans cette éthique, il faut que dans la prise des données ou dans le collecte des données, il faut que nous ayons le consentement des éleveurs, le consentement des propriétaires. Alors, donc, il ne faudrait pas faire ça, comme on dit vulgairement, derrière son dos, mais il faut le faire avec son consentement pour que ces données soient des données donc reconnues légalement.
Vous avez parlé des avantages de ces outils. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et le numérique ont apporté de nouveau dans la médecine vétérinaire? Est-ce que uniquement ça vous permet de gagner en temps ou bien il y a d'autres apports à d'autres niveaux? Donc, ça nous permet de gagner non seulement en temps, mais en précision et en accessibilité. Parce que ça ouvre à d'autres personnes à avoir accès à ce genre d'informations. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces nouvelles technologies, si vous voulez, ont permis à la médecine vétérinaire de pouvoir affiner son travail, pouvoir affiner son diagnostic, pouvoir affiner ses différentes suivis au niveau des élevages. Mais surtout, a permis à la médecine vétérinaire d'être, en fait, en termes de formation, d'être beaucoup plus accessible, puisque ça a permis donc de mettre en place des formations à distance, ça a permis de faire de la télémédecine avec d'autres laboratoires qui ne sont pas dans notre région, mais dans une connectivité ou un partenariat ou une collaboration, nous pourrons travailler dans ce sens-là. Donc, ça permet au moins de sortir de notre isolement afin de pouvoir donc partager les informations avec d'autres praticiens et pouvoir donner des diagnostics plus précis. D'accord. Et dans l'optique One Health ou d'une médecine unique pour l'environnement, l'humain et les animaux, où on se supplie la médecine humaine, la médecine animale, est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle aussi permet d'aller plus vite dans ce sens-là? Bien évidemment, puisque ça nous permet, si vous voulez, en termes au niveau vétérinaire, de pouvoir améliorer la santé des animaux et par ricochet, améliorer la santé publique, par conséquent la santé humaine, la santé environnementale. Donc à travers le One Health, évidemment. D'accord. Et dans les zones les plus reculées aujourd'hui, vous avez un challenge qui est en tout cas le fait d'inclure davantage de numérique dans la médecine vétérinaire. On le sait aujourd'hui dans les zones les plus reculées dans nos pays, que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, entre autres. On sait qu'il y a certains éleveurs qui n'ont pas accès à la médecine vétérinaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour combler ce gap-là? Alors, c'est un peu plus complexe. Je pense qu'il faut combiner plusieurs choses à la fois. C'est vrai que l'accès à l'infrastructure numérique, c'est pas aussi simple dans nos campagnes. L'Internet, même si il est très faible d'accès. Donc, ce que nous préconisons d'abord, c'est utiliser les choses les plus simples. Faire, si vous voulez, des applications qui sont utilisables hors connexion, hors ligne, mais que le téléphone de l'éleveur ou du propriétaire peut se recharger lorsqu'il se trouve dans un endroit où il y a de la connexion. Ou alors utiliser le système SMS, téléphone, ou le vocal, le téléphone. Donc, ce sont des outils que nous préconisons dans un premier temps pour les zones qui n'en ont pas. Est-ce que la conception a commencé ou bien est-ce que vous avez mis en place un dispositif? Moi, à l'époque, je donne mon exemple, c'était des années de 2002, c'est pas aujourd'hui, une vingtaine d'années maintenant, lorsque l'Internet n'était pas encore vulgarisé autant. Donc, j'avais imaginé un projet dans la zone du Sénégal oriental, de Thiel à Tessékré en passant par Dara, pour mettre ce système en place parce qu'ils n'avaient pas accès à les informations. Et le système consistait à former ces éleveurs, le groupe d'éleveurs qui pourraient être, si vous voulez, l'ancrage dans ces zones-là, à mettre en place une radio communautaire qui a été mise à Thiel pour relayer avec des émissions des informations qui sont données aux éleveurs. Et maintenant, ensuite, la deuxième étape, c'est de développer l'infrastructure. C'est là où c'est parti aujourd'hui. Dans ces zones-là, il faudrait voir quelles sont les infrastructures qu'on peut mettre à leur disposition. C'est un investissement, c'est clair, en termes de téléphonie et en termes d'Internet. Nous avions fait à l'époque, en 2002 déjà, vous voyez, on avait mis l'Internet à Thiel, à Tessékré complètement au nord vers la Mauritanie, et qui nous permettait, nous, au niveau de l'école, d'être en contact permanent avec ceux-là. Mais puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens, nous avons trouvé un centre commun à tous ces éleveurs, c'est chez le vétérinaire et les jours de marché, le Louma. Donc pendant le Louma, les vétérinaires les éleveurs vont toujours chez le vétérinaire pour prendre des informations. Donc en ce moment, le vétérinaire peut se connecter et donner des informations à ses éleveurs et partager avec eux son expérience. D'accord. Voilà. Alors, professeur, on va retourner à l'EISMV. Aujourd'hui, vu que le thème, c'est un thème qui est actuel, est-ce que vos étudiants sont assez outillés dans ces domaines-là pour peut-être avoir plus de capacité après leur formation à sensibiliser dans ce sens, bien sûr? Oui, je pense que nous adaptons ou nous utilisons ces outils également pour la formation essentiellement.
La formation, c'est la formation en ligne, puisque je vous disais que depuis le Covid, nous avons cette habitude maintenant de faire des formations en ligne avec des spécialistes que nous n'avons pas sur place. Et donc, nous avons nous avons aménagé des amphis pour cela, qui leur permettent, eux, soit d'être en amphi pour suivre en ligne ces cours, soit d'utiliser leur smartphone dans le milieu où ils sont le plus à l'aise pour suivre ces cours. Et ça, c'est un dispositif qui est déjà en place. Le deuxième dispositif, c'est que nous avons mis en place ce qu'on appelle une salle de simulation, qui permet aux étudiants de manipuler techniquement des mannequins sans faire du mal à des animaux. C'est la première des choses. Maintenant, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on rentre dans le virtuel parce que nous voulons avoir une réalité virtuelle qui permette à l'étudiant de faire les dissections, des chirurgies sur des animaux, mais sur virtuel, au niveau virtuel. Donc, ça leur permettra d'apprendre les gestes, d'apprendre à travailler en collaboration dans un environnement qui est un peu vraiment réservé à la médecine vétérinaire. C'est un peu ça. Maintenant, sur le terrain, ils vont peut-être utiliser les numériques pour le cours, mais pour l'instant, dans la pratique, c'est l'investissement qui va être un peu lourd pour eux, parce qu'il faut des scanners, il faut des radios, il faut ces différents éléments ne sont pas facilement accessibles à nos étudiants dès qu'ils sont. Et une fois en tout cas une fois dans le monde professionnel, c'est un autre défi. C'est un autre défi, parce qu'ils ont déjà la technique, le savoir-faire de cela, mais s'ils veulent s'installer en clientèle privée par eux-mêmes, ou être au niveau de la fonction publique affectée dans une région, mais s'il n'y a pas d'infrastructure de ce genre de choses, ils ne pourront pas les utiliser véritablement. Votre mot de la fin, professeur? Mon mot de la fin, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut aller vite. Et il faut savoir s'adapter et utiliser les choses avec beaucoup de responsabilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en respectant les réglementations pour éviter donc de compromettre notre propre vie. Je vous remercie, professeur Yalassé Yamba Kabore. Merci beaucoup. En tout cas, c'est gentil de m'avoir invité. Merci.